Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires scientifiques, individus et communautés, et j'aborderai le thème de la famille dans l'ouvrage d'Eschyle « Les Seth contre Thèbes ». Réfléchir à la thématique de la communauté, ce peut être réfléchir à une communauté dite naturelle. La famille, le couple, la relation des parents aux enfants relève de ce que le philosophe grec Aristote appelle communauté naturelle, par opposition à des communautés artificielles, comme pourrait l'être la cité ou l'alliance de cités ou encore l'État moderne. Lorsqu'on parle de famille, on parle d'une union, d'une communauté que la nature en quelque sorte a voulu, pense Aristote. Or ce qui est intéressant dans la famille, c'est qu'elle est constituée bien évidemment d'individus qui parfois ont le sentiment de subir leur famille. Si bien que la tension existant dans les deux notions au programme individu et communauté peut très bien se concevoir au sein de la famille, entre les membres de cette dernière, des individus ayant des aspirations particulières, et l'ensemble, donc le groupe familial, qui lui est travaillé par d'autres considérations, d'autres intérêts. Vous savez qu'il existe un droit des familles, et si ce droit des familles existe, il nous apprend combien existent aussi des conflits en son sein. Combien des individualités, même affirmées, peuvent être empêchées d'exister, empêchées de s'épanouir, peut-être même brisées par la famille. La question de savoir s'il faut vivre en elle ou hors d'elle se pose donc. Est-ce que l'individu doit cesser tout lien avec une famille, par exemple, nocive, toxique, ou est-ce que l'individu ne peut pas se concevoir sans recours à la famille qui reste, après tout, très souvent, le dernier soutien lorsqu'on a perdu celui de ses amis, par exemple. Au fond, l'enjeu de cette notion relativement au thème qui nous occupe, ce serait de montrer que les familles ne peuvent pas échapper tout à fait à ces tendances qu'ont les communautés en général, à savoir leur capacité d'aliénation de l'individu. Pour autant, on sent bien que sans famille, sans communauté naturelle, il est bien difficile de concevoir qu'un individu puisse exister. Est-ce alors que la famille est à recomposer? Est-ce que c'est la famille dysfonctionnelle qui est problématique ou la famille en tant que telle? Je partirai d'abord de cette idée qu'on ne choisit pas sa famille. Dans Les Seth contre Thèbes, une longue histoire familiale précède les personnages principaux, Éthéocle et Polynice. On va la rappeler rapidement. Ces deux personnages s'inscrivent dans une lignée. Ils vivent à Thèbes et leur famille a toujours régné sur Thèbes. Cette famille, on l'appelle la famille des Labdacides parce que ces hommes descendent tous d'un roi de Thèbes qui s'appelait Labdakos, L-A-B-D-A-C-O-S. Labdakos n'est pas le fondateur de la ville de Thèbes, il est le petit-fils du fondateur qui s'appelle Cadmos, C-A-D-M-O-S. L'histoire familiale se confond donc avec la fondation de la cité. Cadmos fonde la cité de Thèbes, qui est reprise par son fils, Polydoros, puis à nouveau par le fils de ce dernier, Labdakos, qui donne son nom donc aux Labdacides, famille qu'Eschyle choisit de mettre en scène dans 3 tragédies et un drame satirique, dont il ne nous reste malheureusement que l'une des 3 tragédies, celle que vous avez à travailler cette année, Les Seth contre Thèbes. Il y a donc eu 2 autres tragédies, une tragédie qui portait sur Laios, une autre qui portait sur Oedipe, Les Seth contre Thèbes, qui était donc la 3e tragédie de la trilogie, à quoi s'ajoutait un drame satirique qui s'intitulait La Sphinx, du nom de ce monstre qu'Oedipe tue dans Thèbes pour en débarrasser la cité. Je fais un bref rappel de cette légende de Laios et Oedipe parce que ça n'est pas l'essentiel. Laios, héritier donc de Labdakos, est le roi de Thèbes, et sa femme Jocaste est stérile, ne lui donne pas d'enfant. Il garde le secret désir d'en avoir un, et alors que, à Delphes, il implore Apollon de lui donner un fils, il reçoit de cet oracle une réponse négative. On lui dit que s'il a une descendance, il perdra Thèbes. Mais il a envie de perpétuer sa race, et donc décide de sacrifier le destin de sa cité pour satisfaire son besoin d'être père. Il a donc choisi son destin, les dieux offrent à Jocaste de devenir mère,
Mais lorsque l'enfant, Oedipe, naît, Laios comprend sa faute, on ne peut pas sacrifier toute une cité pour un désir d'enfant, et donc expose l'enfant. Dans l'Antiquité, cette exposition consiste à se débarrasser de l'enfant, à le mettre en péril, soit en l'abandonnant dans la nature, soit en le faisant tuer. Il demande à l'un de ses serviteurs d'abandonner l'enfant, mais le serviteur n'ose pas donner la mort au petit et l'abandonne dans la nature en enserrant à l'intérieur de son pied une sangle pour le pendre à un arbre. Oedipus littéralement veut dire pied enflé et caractérise donc les stigmates de cette blessure infligée à l'enfant. Enfant que trouve un berger qui le sauve et l'éduque. Il grandit loin de Thèbes, dans la ville de Corinthe, et décide d'aller à Thèbes, mais sur la route rencontre au carrefour de Potni un homme qui lui refuse le passage. Cet homme, c'est son père naturel, Laios, il ne le reconnaît pas et l'assassine. Il commet donc un crime terrible dans l'Antiquité grecque qui est le parricide. Arrivé dans la ville de Thèbes, où une sphinge, un sphinx féminin, terrorise la ville, il s'attaque à ce monstre et devient l'époux de Jocaste, qui était la reine de Thèbes, monte sur le trône et donc épouse sa mère sans savoir qui elle est. 4 enfants naissent de cette relation incestueuse, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, les héros de la pièce qui nous occupe, ainsi que 2 filles, qui sont Antigone et Ismène. Ces 2 fils, Éthéocle et Polynice, sont déjà grands lorsque la vérité éclate, lorsque Oedipe comprend qu'il a commis le parricide et l'inceste. Jocaste décide d'en finir, elle se pend, Oedipe se meurtrit lui-même en se crevant les yeux, et ses fils l'enferment à l'intérieur du palais royal, l'humilient, ne le traitent plus en roi, par exemple en lui offrant une viande qui n'est pas digne d'un roi. Oedipe y voit un outrage tel qu'il maudit ses 2 enfants, qui devront se partager son héritage politique, les armes à la main. Après la mort de leur père, Éthéocle et Polynice se disputent le trône de Thèbes et finissent par s'entretuer durant la fameuse guerre des 7 chefs. C'est cela qu'Échille nous narre dans cette pièce de théâtre. Ainsi, naître dans cette famille particulière des Labdacides relève d'une malédiction. Et Éthéocle le déplore dès les premiers moments de la pièce Les 7 contre Thèbes, lorsqu'il dit « Qui a déchaîné cette rage ?» Les malédictions d'Oedipe. Il est impossible, ce faisant, de penser qu'Éthéocle puisse avoir un destin individuel. Car la rage qu'il subit dans la cité qui est la sienne est directement liée à tout ce qui le précède, à cette famille dans laquelle il s'inscrit malgré lui. Il y a dans l'autre pièce d'Échille, Les Suppliantes, quelque chose d'assez similaire, car les suppliantes racontent la fuite de sœurs menacées par leurs propres cousins de viol. 50 sœurs, filles de Danaos, fuient 50 frères, fils d'Égyptos. Ce qu'Échille transcrit dans ces mots, un vol de colombes fuyant des éperviers. Un peu plus loin, leurs frères pourtant, frères changés en ennemis. Et si dans la pièce Les Suppliantes, Échille s'arrête avant le crime abominable que les Danaïdes feront puisqu'elles tueront 49 de leurs cousins, on voit que cette famille impure est capable de commettre plusieurs crimes. La menace du viol par les cousins des Danaïdes, et puis plus tard, le crime fratricide, l'un des crimes les plus insupportables et condamnables dans la culture grecque, au même titre, nous l'avons vu tout à l'heure, que le parricide ou l'inceste. C'est un fratricide que la pièce Les 7 contre Thèbes donne à voir. Polynice et Éthéocle en arrivent à un duel mortel et commettent un mutuel fratricide. Alors que ce crime est absolument impardonnable, puisque ces 2 hommes sont nés du même ventre, ont les mêmes parents, ont le même sang. D'où cette déclaration du Coryphée : le meurtre de 2 frères, tombés sous des coups mortels, c'est là une souillure qui ne vieillit pas. On comprend à travers cette métaphore de la souillure qui ne vieillit pas que jamais ce crime ne sera pardonné, ne sera lavé. Or, qu'est-ce qu'une guerre fratricide ou un duel mortel entre 2 frères, si ce n'est l'affirmation de 2 individualités contraires ? Car chacun des 2 frères voudrait le pouvoir pour lui seul.
C'est encore plus vrai peut-être de Polynice que d'Étéocle, car Étéocle acceptait l'alternance du pouvoir. Un an Polynice au pouvoir, un an lui-même, ce que Polynice n'a pas supporté. Lorsque Polynice part à Argos pour lever une armée contre son frère, c'est parce qu'il veut récupérer Thèbes pour lui seul. L'individu, c'est d'abord celui qui fait passer ses intérêts, sa satisfaction personnelle, avant toute forme de satisfaction collective. Et c'est bien cela qui a lieu. De la même façon, dans l'autre pièce d'Échille, les Égyptiades et les Danaïdes ne s'opposent au sein d'une même famille que parce que leurs pères, Danaos et Égyptos, se disputaient l'hégémonie en Égypte. Deux frères encore, qui ne supportaient pas de partager le pouvoir. Cette affirmation individuelle de soi, beaucoup plus présente dans les 7 contre Thèbes que dans les suppliantes, apparaît notamment dans le portrait des 7 combattants du côté de Polynice, puis des 7 combattants du côté d'Étéocle. Chacun fait l'objet d'un traitement singulier. On décrit ses armes, son caractère, son attitude. Chacun de ces combattants est d'ailleurs nommé. Prenons un exemple. Pour protéger les 7 portes qui protègent la ville de Thèbes, de ces 7 agresseurs, il faut choisir des individus qui, par leurs qualités individuelles, pourront s'opposer aux qualités propres de ces agresseurs. C'est le cas notamment devant la première porte du personnage de Tidée, combattant du camp de Polynice, décrit comme un homme bouillant, pris par la fureur, par l'hubris, et dont le bouclier porte un blason d'orgueil. Face à un tel personnage, Étéocle choisit un individu aux qualités contraires, qui se caractérise par son humilité, sans pour autant tomber dans la lâcheté. Je cite le passage. « À Tidée, j'opposerai, moi, le preux fils d'Astacos, pour défenseur de cette porte. De très noble race, il vénère le trône de l'honneur et déteste les propos orgueilleux. S'il renacle aux villénies, il n'a point pour cela coutume d'être lâche. » Suivent donc dans cette pièce 6 autres portraits des grands combattants devant les portes de Thèbes, chacun étant doté d'une forte individualité, de caractère propre. C'est le cas notamment de Polynice, dont le naturel très singulier est un naturel injuste. Je cite le texte. « Jamais encore, ni le jour où il s'évada des ténèbres du sein maternel, ni quand il grandissait, ni quand il entra dans l'adolescence, la justice ne l'a honoré d'un mot. » Il semble ici, à Étéocle, puisque c'est lui qui prononce ces mots, que son frère est d'un naturel injuste. Il l'est fondamentalement, puisqu'il tire ce tempérament des ténèbres du sein maternel, donc dès la naissance, Polynice était plutôt injuste. Or, parmi ces individualités, il n'en est pas que de contraires à la famille. Certaines individualités, on l'a vu, se construisent contre la famille, c'est le cas notamment de Polynice qui se construit contre son frère, et dans ce cas l'on voit combien un individu pour exister à part entière a peut-être besoin de s'émanciper du carcan familial. Mais il existe d'autre part des individualités qui se réalisent et s'épanouissent au sein de la famille. En effet, la famille permet à chaque individu d'abord de naître, de survivre, de satisfaire des besoins, de trouver d'éternels appuis. Et on ne comprend vraiment le prix de la famille que lorsqu'on en est privé. Lorsqu'Antigone reçoit à la fin des 7 contre Thèbes la nouvelle de la mort de ses 2 frères, elle est poussée par une sorte de devoir familial sacré à refuser que le corps de son frère Polynice soit jeté hors des murailles, sans sépulture. Elle déclare au héros « C'est un lien étrangement fort que d'être sorti des mêmes entrailles. » Alors c'est vrai, elle pourrait en vouloir à ses 2 frères, elle pourrait surtout en vouloir à Polynice, mais les liens du sang sont très supérieurs au conflit entre les membres de la famille. Et elle défend absolument contre le décret de Créon la supériorité de la loi du sang. Elle respectera les siens jusqu'au bout. Car la famille, c'est sacré à ses yeux. Cependant, est-ce que ce personnage d'Antigone y laisse son individualité ? Est-ce qu'il s'agit pour elle d'abandonner, au nom de la loi du sang, du caractère sacré de la famille, ce qui fait d'elle un individu singulier ? On sait combien Antigone incarne une figure de révolte.
Elle est un être affranchi, au tempérament libre et autonome, qui affirme son individualité dans ce choix même de s'opposer à l'édit de Créon. Antigone est rebelle, et le héros d'ailleurs le lui fait entendre. Je le cite, « Je t'engage à ne pas être ainsi rebelle à ta cité ». Ce à quoi, bien sûr, Antigone oppose un refus très ferme. Celui-ci ne restera pas son tombeau, dit-elle à propos de son frère. Ce faisant, Antigone se met à dos son oncle, sa sœur, et la cité de Thèbes tout entière. Or elle assume la décision qu'elle prend en utilisant de manière systématique la première personne du singulier. Je cite quelques vers de la dernière partie de la pièce de théâtre. « C'est moi qui l'ensevelirai, épargne-toi de longs discours. » Ce à quoi le héros répond « Suis seul tes desseins, moi je te l'interdis. » C'est une bien paradoxale affirmation de son individualité qu'offre ici Antigone, car le contenu de cette affirmation est une soumission à la loi du sang, un respect inconditionnel pour la communauté naturelle que constitue sa famille. Et c'est après tout aussi ce que les suppliantes dans la première pièce d'Échille vont chercher en Argos. Car si elles sont des étrangères, des Égyptiennes, elles savent que par de très lointains liens de filiation, elles ont du sang argien en elles. Plus encore, nées de l'union de Io et de Zeus, elles se savent filles de Zeus. Je cite le texte, « Nous sommes filles de Zeus, et c'est de ce rivage qu'est partie notre colonie. » Elles aussi, comme le roi d'Argos, descendent d'Épaphos, le fils de Zeus et de Io. Ainsi, les suppliantes d'Échille incitent-elles le roi d'Argos à prendre le temps de la réflexion personnelle, d'une pensée profonde, comme dit le texte, pour savoir quelle attitude la plus juste à avoir avec les membres, même lointains, de sa famille. Ainsi, la famille peut-elle constituer pour l'individu une malédiction, mais aussi souvent une bénédiction, car elle est ce sans quoi l'individualité ne veut pas se constituer, se façonner, que cela soit par des modèles positifs ou négatifs. Au fond, être contre sa famille, c'est encore être tout contre. Cette analyse de quelques citations d'Échille s'achève. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne en la faisant connaître autour de vous à des préparationnaires qui pourraient être intéressés par elle et à mettre un petit pouce en l'air. À très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.